je dispose de 50 minutes pour essayer de vous raconter un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur. Et comme je le disais tout à l'heure en posant la question à Magali et à André, je vais commencer par vous dire que je suis un néophyte absolu en termes d'éthique. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec cet objet, je ne sais pas ce que c'est. Et la seule fois où j'ai eu l'occasion d'écrire quelque chose sur l'éthique, c'était dans un ouvrage piloté par des Belges, Cutty et Vranken, qui s'appelle La sociologie et l'intervention. Donc on était un certain nombre à expliquer ce qu'étaient nos conceptions de l'intervention. Et je croise cette question de l'éthique, parce que je crois qu'on m'avait chatouillé là-dessus. Et j'avais dit, moi, je refuse la notion d'éthique, parce que c'est nécessairement une démarche avec une récupération institutionnelle à la clé. C'est nécessairement quelque chose de normatif. Et je reste sur l'idée que je préfère la notion de morale personnelle. Bon, c'est le seul moment où j'ai croisé dans mes travaux cette question d'éthique, donc c'était pour lui tordre le cou, de manière un peu rapide, d'après ce que je crois comprendre, depuis qu'on en discute ici, ça a commencé hier au soir. Bien, alors, ceci étant dit, je dois vous annoncer que, je ne sais pas si vous serez tout à fait satisfait de ce que je vais dire, mais sur la question de la sociologie d'intervention, je le garde pour la fin. Je vais commencer par de longs détours qui vont peut-être essayer de camper mon propos. Alors je ne vous raconte pas ma vie, mais il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, j'ai commencé en sociologie sur la thématique très classique de la sociologie des organisations. J'étais un crozierien, alors je ne sais pas comment ça résonne au Canada, en France vous avez tout de suite une étiquette, quoi. Le crozierien moyen qui considère que les organisations se valent à peu près toutes, qu'elles ont des régulations, et que la question qui se pose, c'est d'avoir de plus ou moins bonnes régulations. Alors le bonne, entre guillemets, on ne sait pas à quoi ça renvoie, hein, mais que cette sociologie des organisations doit se dérouler dans une démarche très procédurale, avec une neutralité axiologique. Pour ça, tout à l'heure, le propos de la retenue axiologique bon, évidemment, me rappelait des choses. Et bon, j'ai commencé comme ça, pris en main par les croziériens parisiens, et j'ai eu l'occasion d'intervenir dans toutes sortes d'organisations, à l'hôpital, entreprises industrielles, etc. Donc ça fait 25 ans que je roule ma bosse. Et puis petit à petit, pour le dire simplement, il m'est apparu qu'il y avait des situations organisationnelles qui étaient absolument insupportables. Insupportable de constater ce qu'on pouvait faire vivre à certains salariés, insupportable de constater ce que certains managers enduraient et provoquaient. Et je me suis déplacé doucement de la sociologie des organisations vers ce que j'appelle maintenant de la sociologie d'intervention. Donc avec cette dimension interventionniste, c'est-à-dire, pour le faire simple, hein, je reviendrai là-dessus plus tard, laisser de côté cette idée sympathique, mais un peu molle, selon laquelle toutes les organisations se valent, parce qu'elles sont toutes régulées, et qu'après on peut travailler sur la qualité des régulations, point barre. Bon. Donc j'ai quitté le navire croziérien pour m'embarquer sur un navire, alors plus... C'est plus une barque, vous voyez. C'est une barque, parce que dans le milieu académique, si vous vous présentez comme un sociologue d'intervention, ça pose des problèmes. Dans le milieu académique, on veut bien faire de la sociologie de l'intervention. C'est-à-dire qu'on regarde les praticiens de l'intervention et puis on dresse un portrait généralement catastrophique de ce qu'ils font, parce qu'ils jettent tout par-dessus bord, la rigueur épistémologique, les méthodes campées, les paradigmes dans leur cohérence, tout est jeté par-dessus bord. Et donc du coup, ces sociologues qui pratiquent l'intervention ne sont plus vraiment des sociologues. Donc la sociologie de l'intervention est très développée, mais la sociologie d'intervention un petit peu moins, et en tous les cas, elle est assez vite discréditée. Bien, alors, je me suis embarqué sur ce petit rafio, en quelque sorte, et je tente modestement, avec d'autres, hein, de théoriser ce qui se passe dans la pratique de l'intervention. Alors, pour en venir à ce point-là, qui sera le troisième point de mon exposé, je vais passer par deux détours. Mon premier point sera... je vais vous raconter des histoires. En général, c'est ce que les gens aiment, les histoires. Hein. Mais je vais vous raconter deux histoires qui se déroulent dans la même entreprise et qui donnent à voir ce qui m'apparaît, moi, aujourd'hui, insupportable dans le milieu organisationnel. Et le pire, c'est que ces deux histoires qui sont extrêmement campées, hein, je tairai le nom de l'entreprise où ça se passe par charité, mais ces deux histoires sont, de mon point de vue, symptomatiques de ce qu'on rencontre
partout, pas simplement dans les entreprises du CAC 40 ou chez nous, hein, le CAC 40 c'est les entreprises les plus dotées du côté de la finance, mais y compris dans les entreprises publiques, dans les entreprises, petites entreprises associatives, etc. Partout, me semble-t-il, selon une logique qu'on appelle pompeusement de l'isomorphisme institutionnel, si vous voulez, tout finit par se ressembler, et ça m'est devenu insupportable. Donc je vais commencer avec ces deux histoires, ça sera ma première partie, puis ensuite, j'essaierai d'indiquer dans un deuxième temps ce qui me paraît poser problème dans ces entreprises où on assiste à cette violence, si vous voulez, qui n'est pas la violence du système, qui est une violence plus incarnée que la violence systémique, si vous voulez. J'essaierai de pointer ce qui me paraît faire défaut dans ces entreprises, et ce qu'on peut appeler, pour faire simple, même si là encore c'est un peu opaque parfois, un défaut de réflexivité. Je crois qu'il y a un défaut de réflexivité dans les organisations et j'essaierai de décortiquer sommairement, bien sûr, ce à quoi je fais référence. Puis, dans un troisième temps, donc, je tiendrai parole, je répondrai à la commande, je parlerai de sociologie d'intervention. Mais vous voyez, donc, dans cet exercice, je vais faire ce qui est un grand classique des sociologues d'intervention, c'est répondre, mais en prenant son temps, quoi. Et peut-être en tordant ce qui a été demandé, mais je reviendrai là-dessus parce que je crois que c'est assez fondamental. Bien, alors je commence par mes deux histoires. Dans notre université, on a créé récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans, une chaire d'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si vous avez la même chose au Canada, c'est bien possible, peut-être que ça s'appelle différemment. Chaire d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire un lieu où les universitaires et les entreprises de l'économie sociale et solidaire se retrouvent pour, d'une part, monter des formations, animer des séminaires, etc. Et cette chaire d'économie sociale et solidaire rassemble de grosses entreprises de l'économie sociale. Donc des associations, des mutuelles, des coopératives, de grandes assurances, de grandes banques appartiennent à ce milieu-là. Bon, l'économie sociale et solidaire, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez, c'est évidemment des entreprises qui sont des entreprises, mais elles sont des entreprises qui poursuivent d'autres objectifs que simplement la finance, hein, ou le profit. Ce sont des objectifs qui ont des entreprises, pardon, qui ont des objectifs sociaux. Donc dans cette chaire arrive toute une série de responsables régionaux, puisqu'on est en Rhône-Alpes, de l'économie sociale, et notamment 2 directeurs, un directeur régional d'une grosse entreprise et un DRH. Et je suis, comme souvent, surpris par la sincérité du discours que ces gens-là tiennent quand on est tous ensemble, autour de la centralité de l'humain dans l'organisation. L'humain est au centre. Ces gens-là tiennent un discours avec une sincérité désarmante le plus souvent, et je dis vraiment, je me disais en les entendant les premières fois, c'est formidable qu'on ait des responsables de cette nature-là. Alors évidemment, comme tout sociologue qui se respecte, j'ai un peu l'esprit tordu, et je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe dans cette entreprise. Mais pas sous forme d'intervention, ils ne m'ont pas sollicité pour une intervention. Je vais m'approcher par l'intermédiaire du réseau, hein, que m'ouvrent d'ailleurs ces gens-là, de ce qui se passe dans cette organisation. Et là, je tombe sur 2 récits, 2 histoires que je vais mettre en récit plus exactement. Première histoire, c'est l'histoire de Bastien. Alors Bastien est un jeune homme d'une trentaine d'années qui a été embauché depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans, dans cette grosse entreprise. Il est sur une plateforme téléphonique. Et il reçoit des appels entrants où il appelle les gens pour réaliser des contrats d'assurance, des contrats de banque. Bref. Et Bastien, comme tous les autres membres de cette plateforme, ils sont une vingtaine, a des résultats individuels à atteindre, des objectifs. Eux, ils appellent ça des bûchettes. Et chaque fois qu'ils vendent un contrat, il faut une bûchette. Et ils se rapprochent de leurs objectifs. Bon, vous imaginez ce que peut être le travail sur une plateforme, c'est pas toujours très agréable, on est harnaché avec les écouteurs toute la journée, on se fait engueuler. Bon. Mais Bastien, me dit-il, lui éprouve une grande satisfaction de travailler dans cette entreprise. Il est content d'être dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et tous les matins, quand il vient au travail, je romance un peu, si vous voulez, mais c'est en sifflotant, et il explose ses objectifs individuels. Mais littéralement, il les dépasse. Le problème, c'est qu'il est le seul sur la plateforme téléphonique à dépasser les objectifs. Tous les autres ont d'énormes difficultés, certains ne les atteignent pas. Alors évidemment, à la fin de l'année, quand vous n'avez pas atteint vos objectifs, ils ont un système ils appellent ça un entretien de progrès, vous voyez. Donc un entretien de progrès.
Bon bref, je reviendrai là-dessus. Chaque fois que vous avez une formule aussi sympathique que celle-ci, méfiance. Et dans l'entretien de progrès, on leur dit, vous n'avez pas, alors c'est mauvais, non dépassé, moyen, enfin, des choses qui peuvent être très stigmatisantes. Et la moitié du plateau, au moins, est stigmatisée, du plateau téléphonique, est stigmatisée par les résultats. Sauf Bastien qui explose le tout. Et un jour, un de ses collègues, ils sont au déjeuner, ce que vous appelleriez vous le dîner, et on lui dit, mais comment fais-tu? Comment fais-tu pour exploser tes résultats? Et Bastien dit, mais c'est très simple. Je regarde par la fenêtre les voitures qui sont garées au bas de l'immeuble et je relève les numéros d'immatriculation et je fais des faux contrats. Alors évidemment, pour Bastien, c'est une blague, c'est une farce. Parce qu'un faux contrat qui arriverait sans chèque, c'est pas une bûchette. Mais son collègue prend ça au pied de la lettre et va voir le manager en lui disant « Bastien triche ». Lequel manager va voir le N+2 et dit « Bastien triche ». Et de proche en proche, l'information arrive à mes deux directeurs régionaux pour qui l'homme est au centre et ils décident de mettre Bastien sous surveillance. Et pendant 3 mois, Bastien est mis sous surveillance informatique. Évidemment, il va s'en apercevoir. Et à ce moment-là, pour lui, c'est un cataclysme. C'est-à-dire qu'une partie des collègues de travail savaient qu'il était sous surveillance, ses cadres savaient qu'il était sous surveillance, et lui qui se défonce a été, d'une certaine manière, trahi, quoi. Il ne s'en remettra jamais. Je passe les détails. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le roman de Milan Kundera, La plaisanterie. Non ? Alors Milan Kundera est un romancier tchèque qui écrit dans les années 60 l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Ludvík. Et ce jeune étudiant, en pleine Tchécoslovaquie stalinienne, pendant les vacances, écrit une carte postale à une de ses collègues étudiantes vers laquelle il a quelques intentions amoureuses. Et évidemment, dans la carte postale, il veut briller. Alors il écrit quelque chose du genre l'optimisme pue la connerie, l'esprit sain est l'opium du peuple, vive Trotsky. Alors évidemment, vive Trotsky dans la Tchécoslovaquie stalinienne, ça peut poser un problème. L'étudiante reçoit la carte postale, et qu'est-ce qu'elle fait avec la carte postale? Elle va la remettre à la police politique, et l'étudiant, Ludvík, finira en mine de sel ou dans une situation comparable. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Bastien? Eh bien, ça a à voir exactement avec la même chose, si vous voulez. C'est qu'une plaisanterie peut devenir, peut être à l'origine d'un dispositif de contrôle, de surveillance, destructeur pour les individus. C'est typique des organisations totalitaires. Et la conviction qui est la mienne, c'est que dans les dispositifs organisationnels modernes, on chemine doucement vers des modalités totalitaires, de destruction, si vous voulez. Alors évidemment, personne n'a l'intention de détruire quiconque, mais n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième histoire, dans la même entreprise. On est en présence de 2 cadres de terrain, de proximité, dans une agence. Alors on n'est plus sur une plateforme téléphonique, là ils reçoivent des clients, et on est sur une configuration assez classique. On a un cadre sortant, donc qui a été promu, il va avoir un échelon de plus, et il accueille celui qui va le remplacer. Et il y a là une passation de pouvoir, en quelque sorte, qui conduit le cadre sortant à faire un état des lieux auprès du cadre entrant. Et alors l'état des lieux est assez simple. Il passe l'ensemble des personnels en revue et il donne son appréciation sur ce que valent les gens. Alors, on a des choses du genre Jacques est un caractériel, Françoise a des problèmes avec son mari, Philippe est syndiqué à la CGT, attention, c'est une forte tête. Bon, bref, un tel est non-voyant, l'autre est susceptible. Bref, une liste impressionnante. Et le cadre entrant, qui est sans doute quelqu'un d'appliqué, pour ne pas perdre une miette des informations, prend des notes. Alors Jacques est... Et la situation lui paraît tellement normale que sur cette liste, qui devient une liste discriminante, parce où il est question des engagements syndicaux des uns et des autres, où il est question de la vie privée des uns et des autres, il laisse la liste trôner sur son bureau. Lequel bureau
est dépositaire de la seule photocopieuse de l'agence. Et donc tout le personnel a par habitude de faire des photocopies plusieurs fois par jour dans son bureau. Et évidemment, à un moment ou à un autre, la liste avec les noms est aperçue. Et donc, l'un des salariés photocopie la liste et transmet la liste à l'organisation syndicale. Là, rien n'a encore commencé. L'organisation syndicale va voir nos deux directeurs, l'humain au centre, et énonce que c'est pas possible. Et les deux directeurs calment le jeu, ce qu'accepte l'organisation syndicale, qui n'est pas une organisation molle, hein, c'est la CGT, quelque chose d'assez solide. Et la CGT dit, bon, très bien, vous voulez calmer le jeu, on n'ébruite pas l'affaire, mais attention. Et alors, la mise en garde n'est évidemment pas suivie des faits, parce que la direction, les deux, l'homme au centre, décide de trouver qui est le voleur de la liste, qui a photocopié la liste. D'autres auraient essayé une démarche un peu différente. Non, là, on cherche le voleur, on cherche le coupable. Donc, évidemment, l'organisation syndicale va avoir vent de l'enquête qui est menée par les managers, et à ce moment-là, l'organisation syndicale se fâche, adresse la liste à la presse. Et donc, la presse s'en mêle, presse sur Internet, c'est pas Mediapart, c'est rue 89. Si vous cherchez un peu, vous allez trouver au bout du compte. Puis, les médias nationaux s'en mêlent aussi. L'entreprise d'économie sociale et solidaire, mise sous les feux de la rampe pour discrimination. À ce moment-là, mes deux directeurs régionaux entreprennent une autre démarche, vont voir les gens qui ont été listés, déplacent les cadres qui sont à l'origine. Mais il a fallu l'explosion médiatique pour que ça remonte au cerveau, si j'ose dire. Et dans la boîte à poux d'André, notez ça, je vais le refaire. Donc, ça remonte dans la boîte à poux quand la presse s'en mêle. Pas avant. Ni les organisations syndicales, ni personne. Hein, on garde ça. Alors, j'arrête là avec ces deux histoires. Ce que je voulais essayer de vous montrer, c'est que dans une école, dans des entreprises dont je ne doute pas un seul instant que les directeurs dont je parle soient sincères, je ne mets pas en cause leur sincérité, dans ces entreprises-là, on peut avoir des comportements de ce genre qui sont destructeurs pour les individus. Je ne suis pas passé de manière détaillée sur l'état de Bastien, mais Bastien a fait une tentative de suicide, a été arrêté 6 mois, et au bout du compte, l'entreprise lui a fait un chèque de 100 000 € pour qu'il parte. Et les gens qui ont été listés ont été littéralement massacrés par les qualificatifs qui se sont retrouvés en face de leur nom. Hein. Donc il y a des dégâts humains considérables. Alors comment c'est possible, quoi? Comment des choses pareilles peuvent-elles arriver? C'est là où, me semble-t-il, et c'est mon second point, les organisations ont un défaut énorme de réflexivité. Alors ce que j'appelle la réflexivité, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une réflexion collective sur la pratique qui vise à donner du sens à la pratique et à réformer la pratique, évidemment, si d'aventure celle-ci posait problème. Défaut de réflexivité, alors ça va se nicher je crois, à trois niveaux. Les organisations aujourd'hui, alors je généralise, hein, mais parce que c'est vraiment ce que je rencontre, quelles qu'elles soient, publiques, grosses, petites, privées, industrielles, tertiaires, ce que vous voulez, sont confrontées à une espèce d'anesthésie, ce que j'appelle l'anesthésie de la pensée critique. La pensée critique, c'est-à-dire la pensée dissonante, vous voyez, n'a pratiquement plus de place, il n'y a plus de statut pour la pensée critique. Toute dissonance est prise comme une forme de dissidence, et qu'est-ce qu'on fait d'un dissident? On le liquide, en règle générale. Alors, la pensée critique est anesthésiée, ça conduit des cadres, j'ouvre une parenthèse, je m'acharne sur les malheureux cadres, parce que je crois qu'ils sont la pièce maîtresse, et de ce par quoi les problèmes arrivent, et de ce par quoi on pourrait faire reculer les problèmes en question. C'est-à-dire que je crois que le niveau des cadres est un niveau essentiel. Alors quand je dis les cadres, c'est pas le top management seulement, hein, c'est évidemment toute la chaîne managériale jusqu'au cadre de proximité, tous ceux qui ont en charge des équipes ou des projets. Je crois que de ce côté-là, ça pêche considérablement. Alors les cadres, pour toutes sortes de raisons,
mais ce ne sont pas les seuls, bien sûr, ont non plus recours à l'exercice de la critique. N'ont plus recours à l'exercice de la critique parce que d'une part, ils ont peur d'être mal notés au moment des entretiens de progrès, peur de ne pas être promus, peur éventuellement de perdre leur emploi. Et pour les plus lucides, quoi, qui ont conscience de ce qui se passe, ils sont dans une espèce d'abandon, de refus de la pensée critique. C'est pour ça que j'appelle ça une forme d'anesthésie. Il y en a quelques autres qui sont un peu plus protégés, qui, eux, ont perdu la pensée critique, c'est oublié. J'ouvre une parenthèse encore. Bruno Latour établit, c'est sans doute pas le seul, une distinction entre omission et oubli. L'omission, c'est quand on a un savoir qui est enfoui et qu'on ne mobilise plus, mais lorsqu'on bloque sur une épreuve, si on a omis le savoir, on peut retrouver le savoir. Vous cherchez à vous diriger, vous avez un GPS en main, le GPS tombe en panne, vous êtes encore en capacité de regarder une carte ou de demander votre chemin à votre voisin. Ça, c'est de l'omission. L'oubli, c'est ne plus savoir quels sont les savoirs nécessaires pour débloquer une épreuve. Et il me semble que les cadres aujourd'hui sont dans un oubli total de la dimension critique, des vertus de la dimension critique. Les sociologues racontent depuis 50 ans que la critique, les sociologues des organisations, je ne parle même pas de l'école de Francfort, hein, mais qui sont fondateurs de la théorie critique, mais les sociologues des organisations racontent que finalement, si on veut faire progresser une entreprise, la loyauté ne suffit pas. Parce que la loyauté, c'est une sorte de cessation de prise de parole, en quelque sorte. La défection n'est pas satisfaisante, parce que si vous quittez les lieux quand vous n'êtes pas content de ce qui se passe, vous ne rendez pas nécessairement service aux lieux en question, hein, à l'amélioration des lieux en question. Donc la meilleure stratégie qui soit, c'est évidemment la prise de parole. Or, la prise de parole critique, me semble-t-il, est en train de disparaître. Je risquerais presque, pour vous convaincre de ça, une troisième petite histoire très rapide. Le ministère de l'Équipement a volé en éclats récemment en France en raison de ce qu'on appelle chez nous la révision générale des politiques publiques. RGPP, donc mutualisation, transformation de l'ingénierie publique, réduction des effectifs, mutualisation de moyens, etc. Les mécanismes assez classiques hein, de fusion, absorption, on fusionne l'agriculture avec l'équipement, on demande aux ingénieurs des mines qui font des routes et des ponts de s'occuper de la diversité en raison du développement durable. Donc une opération de ce genre, puis je fais une intervention là avec un collègue, d'accompagnement sur ce qu'ils appellent le plan d'évolution. Le plan d'évolution, donc méfiance, plan d'évolution, c'est suppression des effectifs, centralisation, rationalisation, bref. Et donc je croise un certain nombre de directeurs hein, dans un gros centre d'études de l'équipement, et une vingtaine de directeurs, grosso modo, et tous me disent combien ils souffrent de cette modification de leur activité. J'ai en tête un ingénieur des mines d'une cinquantaine d'années, un gars qui a roulé sa bosse, comme on dit, et qui me dit « Moi, monsieur, j'ai fait l'autoroute des Titans. » L'autoroute des Titans, pour vous, ça ne vous parle pas, mais ce sont des autoroutes, une autoroute qui part de Lyon, avec des ouvrages d'art partout, des tunnels, des ponts, ils ont mis 25 ans à faire ce truc-là. Et donc, moi, monsieur, j'ai fait l'autoroute des Titans. Et maintenant, on me demande d'aller compter les oiseaux en forêt. Je n'ai rien contre les oiseaux, mais on est dans une négation de mon activité, quoi. Je n'ai rien contre le développement durable, me dit-il. Les ponts, durs. Donc, ces gens-là sont tous sur une conception assez critique. Et puis arrive un comité de direction. Mes 20 directeurs sont là, autour du directeur général. Et le directeur général assigne aux uns et aux autres ce que seront les conséquences du plan d'évolution. Alors toi, dit-il, tu me rendras 3 postes de secrétaire. Toi, tu me rends 2 postes de technicien. Et puis, et chacun des directeurs présents acquiesce. Certains même faisant du zèle, on leur propose de supprimer 3 postes. Ils disent non, j'ai fait mes calculs, tu peux m'en supprimer 5. Alors avec mon collègue Bruno Milly, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors évidemment, comme c'est la conception que j'ai de l'intervention, j'y reviendrai plus tard, dans mon 3e point, on leur dit, écoutez, on est très surpris, on sait que vous avez les uns et les autres des propos critiques, mais là, cette communion nous surprend.
un ange passe. Les gens restent... Et puis, il y en a un qui n'y tient plus. Il va partir à la retraite 3 mois plus tard. Il prend la parole et il s'adresse au directeur général. Et je cite, j'ouvre les guillemets. « Tu sais, dit-il, tu n'es pas un fasciste, mais quand même, on sait bien que tu n'écoutes personne. » Fasciste. On est sur le plan d'évolution, le plan d'équilibre. La brèche étant ouverte, un deuxième s'y engage et de manière très solennelle explique que fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont été sommés dans des histoires, dans des périodes historiques graves de l'histoire de France, de faire des choses contre lesquelles ils avaient un point de vue négatif. Par exemple, sous Vichy, il a fallu que les fonctionnaires mettent des gens dans des wagons pour la déportation. On est toujours en train de parler du plan d'évolution. Il se passe quoi? Fascisme, Vichy, wagon, déportation. Enfin, on est dans presque une déraison de l'exercice critique. Alors je crois qu'il se passe quelque chose de simple, c'est que ces cadres, n'émettant jamais le moindre point de vue critique, se font du mal, énormément de mal. Ils ont un problème avec eux-mêmes, si vous voulez. Et quand il y a la moindre brèche qui s'ouvre, alors ça explose, mais ça explose dans des proportions qui n'ont plus beaucoup de rapport avec la situation. La fin de la critique, l'anesthésie de la critique, au nom de la conformité, au nom de la convivialité, au nom de la communauté, au nom des valeurs de l'entreprise, au nom de tout ce que vous voudrez, si vous voulez. C'est, me semble-t-il, la première pièce qui est posée pour participer d'une dégradation de la réflexivité dans l'organisation. Donc, réhabilitons la critique, ça pourrait être, me semble-t-il, un des leitmotifs du sociologue d'intervention, j'y reviendrai plus tard. Deuxième origine, je crois, à ces univers effrayants, un rien totalitaire, la destruction des collectifs. Je crois que nos organisations aujourd'hui ne sont plus des organisations où des collectifs sont en coopération. Ce sont des lieux où il y a des collections d'individus. Des collections. Alors je ne prends même pas comme indicateur l'absence ou le recul des organisations syndicales. En France aujourd'hui on est à 7% de syndiqués et grâce à une sursyndicalisation dans les milieux publics. Donc ça ne représente pratiquement plus rien. Enfin plus rien ou pas grand-chose. Bon. Je ne pense même pas à ça. L'absence de collectif, c'est l'absence de coopération dans les organisations. Il n'y a plus de coopération puisque tout est mis en script. Il faut accomplir les scripts. Et les scripts prévoient quoi? Prévoient l'amélioration de la coordination. Mais la coordination, ce n'est pas la coopération. On en discutait hier avec quelques collègues à table. Dans l'hôpital public aujourd'hui, avec le surgissement de la qualité. Alors, vous voyez, quand on appelle la qualité, méfiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des référentiels, des prescriptions, des guides de bonne pratique, des modes opératoires. C'est ça la qualité. Hein, avec derrière des qualiticiens qui veillent au respect des normes, en quelque sorte. Quand on a introduit la qualité dans les organisations, bon, on a provoqué, alors accompagné de ce que nous on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire que chaque acte est codifié, et c'est la codification des actes sur une année qui détermine le budget qui suit. Bon, enfin bref. De plus en plus, et je vous passe une troisième réforme, parce qu'on croule sous les réformes, évidemment, une réforme qui a polarisé les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on appelle ça la nouvelle gouvernance. Vous voyez, nouvelle gouvernance, alors oui, quand vous voyez apparaître gouvernance, méfiance, ça veut dire, ceux qui étaient petits ont fait du big is beautiful, les gens qui étaient attachés des services et qui avaient une pathologie se retrouvent dans des pôles qui sont plus importants, où ils sont amenés à se balader, à être des mobiles en quelque sorte, et donc on fait voler en éclats les équipes. Donc, réformes successives à l'appui, les collectifs ont été brisés pour avoir des individus qui sont confrontés à des scripts, à des injonctions, qui sont en coordination, à l'instar de ce qui peut se passer dans un aéroport soucieux de la gestion des flux. Ce que je dis n'est pas très clair, je vais le reprendre. On a un responsable au ministère qui s'appelle De Kervasdoé, qui expliquait dans un grand article du Monde sur la nécessité de transformer l'hôpital public en France, que les hôpitaux devaient être gérés comme des aéroports.
C'est-à-dire qu'on doit s'efforcer à ce que les gens restent le moins longtemps possible, évidemment pour leur rendre service. Ça va avoir une incidence ici sur la DMS, la durée moyenne de séjour, et aussi sur la dotation budgétaire. Donc, parce que si les gens restent moins longtemps, ils ont plus d'actes. Et s'il y a plus d'actes, il y a plus de budget. Vous avez compris comment ça marche. Donc, il faut que l'hôpital fonctionne comme un aéroport. Et dans un aéroport, vous n'avez pas de coopération. Enfin, un petit peu, on peut imaginer dans la cabine de pilotage. Enfin, il faut espérer. Mais entre le gars qui regarde si vous portez des explosifs au contrôle, celle qui enregistre vos bagages et le pilote, il n'y a pas de coopération, il y a de la coordination. Pour que le temps que vous passiez dans l'aéroport soit minimum, enfin juste un peu pour le duty free, quoi, mais après il faut que vous partiez en temps et en heure. Ça c'est de la coordination, c'est pas de la coopération. Dans les organisations, à coup de script, on a éliminé la coopération. Et on a mis en place des modes de coordination. Et les modes de coordination participent de la multiplication des collections d'individus et pas des collectifs d'individus. Et qu'est-ce que c'est qu'un collectif? C'est un ensemble qui se constitue autour d'un commun, voyez, même si ces communs sont en débat. Les collections n'ont plus de commun. Les collections ont des coordinations. Alors, me semble-t-il, dans la destruction des collectifs, on détruit aussi une réflexion sur l'activité. Je cite encore une petite histoire que j'emprunte à Christophe Dejour. Tout ce que je vous raconte, hein, j'ouvre une parenthèse, tout ce que je vous raconte, je le pille littéralement chez plein d'auteurs. Je suis donc un vrai chercheur, c'est-à-dire un bricoleur et un pilleur. Hein. Donc, je prends, si vous voulez des références, je vous en donnerai tout à l'heure. Bien. Donc, ces 2 jours, je crois qu'il y a... Non, ça doit être Yves Clos, qui raconte une scène d'analyse de la pratique, je passe les détails. Il est avec des agents de France Télécom, je pense que c'est ça, qui sont un peu comme Bastien tout à l'heure, attachés à vendre des abonnements informatiques à des clients, donc ils font de la chasse au téléphone. Et l'un d'entre eux, lors d'une séance d'analyse de la pratique, raconte à ses collègues que le matin même, pour faire une bûchette supplémentaire, il a vendu un abonnement informatique à une grand-mère qui n'avait pas d'ordinateur. Tout le monde se marre allègrement, etc. Et alors, Yves Clos lui dit donc, vous êtes très fier de ce que vous avez fait. Ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir en parler à vos enfants. Alors là, un ange passe, vous voyez, parce que, évidemment, le propos consiste à réfléchir sur le sens de l'activité. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait dans l'organisation? Si vous faites disparaître les collectifs, il n'y a plus cette réflexion sur l'activité. Il n'y a plus qu'une seule réflexion, c'est est-ce que j'ai fait ma bûchette ou pas ma bûchette, en quelque sorte. C'est-à-dire mon contrat supplémentaire ou pas. Donc la destruction des collectifs n'atteint pas simplement un personnage irénique comme ça, ou onirique, qui serait le collectif porteur des lendemains qui chantent. C'est pas ça le problème. C'est que si vous n'avez plus de collectif, vous n'avez plus de réflexion collective sur l'activité. Et donc vous n'avez plus de réflexivité. Et donc vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que si la prothèse de hanche est bien cotée à l'hôpital, le premier petit vieux qui tombe dans l'escalier et qui arrive avec un bleu, je lui colle une prothèse de hanche. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, ça se passait. Sur les prothèses de hanche parce qu'ils ont diminué les cotations. Donc, problème de collectif. Troisième problème, je crois qu'on a dans nos organisations, toute organisation confondue une nouvelle fois, un déficit terrible de ce qu'on pourrait appeler une connaissance anthropologique. Ou, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure par André, qu'il faut peut-être essayer de définir, mais ou une absence totale de soucis cliniques. Je crois que ça vaut pour tout le monde, pas simplement chez les cadres. Mais enfin, chez les cadres, ça pose quand même un problème parce que c'est eux qui sont chargés d'animer des collectifs ou des équipes. L'absence totale de soucis cliniques, c'est l'oubli de ce que je fais à l'autre quand je fais ce que je fais. C'est tout simple. Une connaissance anthropologique, c'est s'interroger sur ce qui advient de l'autre quand j'engage tel ou tel type de comportement dans mon activité. Et ça, vous avez un déficit total de ça. Déficit de connaissances anthropologiques, il n'y a qu'à aller faire un tour dans les écoles de gestion. Je m'excuse, il y a peut-être parmi vous je sais qu'il y a parmi vous des gestionnaires. Bon, mais allez faire un tour dans les écoles de gestion ou dans les écoles d'ingénieurs et parler d'anthropologie. Il y a quelques années de ça, j'ai fait une intervention dans une grande école d'ingénieurs et je vous passe les détails parce que c'était hilarant. Pour prendre la température, je suis allé donner des cours de sociologie dans cette école d'ingénieurs des travaux publics de l'État. Et alors sur une promotion de 100, les cours étaient facultatifs évidemment, sur une promotion de 100, il y en a 6 qui arrivent
Et il venait écouter ce qu'ils appelaient le pipologue. Le pipologue, celui qui fait du pipeau, quoi. Enfin, donc c'est un voyage un peu exotique pour voir, je ne sais pas ce qu'il s'attendait à voir d'ailleurs, l'anthropologue ou l'indigène carrément. Bon, bref. Donc une disqualification totale de la notion des sciences sociales en règle générale, de l'anthropologie en particulier, de la sociologie évidemment, hein, mais toutes les disciplines peuvent y passer, toutes les disciplines des sciences sociales, au profit de la rigueur technique, technologique, gestionnaire, etc. Déficit de connaissances anthropologiques dans les organisations, ça vous donne l'oubli de l'autre, l'oubli du souci de l'autre. Le souci de l'autre, c'est comme ça que je définis la clinique. La clinique, elle n'est pas une posture clinique, c'est pas une posture thérapeutique. C'est pas une posture militante. Une posture clinique, c'est simplement être soucieux de l'autre. Je ne dirais pas de l'autre comme un autre soi-même, mais avoir ce souci-là. J'ouvre une parenthèse. Dans mes amphis, où j'essaye d'expliquer à mes étudiants ce qu'est un sujet, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la notion de sujet, j'essaye de leur dire que ça commence par le souci de l'autre. Mais quand ces étudiants, que j'aime bien par ailleurs, dans un amphi de 300, voyez, se mettent à faire des mots croisés, ou sudoku, je ne sais pas quoi, à tapoter sur leur téléphone portable, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien conscience de ce qu'ils sont en train de me faire. J'ai un show qui est tout près à l'université pour ce genre de situation. Chaque année, au début de l'année, en général, j'ai un amphi de 300 personnes en troisième année. Hein, et bon, je raconte mes histoires auxquelles je tiens. Alors, je raconte avec un peu de passion, quoi. Et puis, bon, il y a ce qui se passe toujours dans un amphi. Il y a un bruit de fond et un petit brouhaha. Mais enfin, on s'y habitue. C'est comme le ronronnement du train. Il n'y a pas de souci. Mais dans cet amphi de 300, j'en repère toujours un ou deux, plutôt deux en général, qui sont dans un débat acharné sur le terme qu'il va falloir choisir pour le mot croisé, qu'ils ont commencé dans le métro et qui n'ont pas pu finir et le finissent en cours. Alors je m'approche de ces deux-là avec une certaine détermination. Tout le monde se rend compte qu'il va se passer quelque chose, sauf eux, parce qu'ils sont passionnés par les mots croisés qu'ils sont en train de réaliser. Et alors quand j'arrive vers eux, généralement le bruit de fond de l'amphi est tombé, parce que tout le monde devient attentif, que va-t-il se passer? Et c'est le bruit de fond de l'amphi qui est tombé qui les réveille. Et alors ils dressent la tête comme ça, et je suis devant eux, et je leur pose la question, qu'est-ce que vous faites? Et là, invariablement, ils disent, mais rien, monsieur. Si, vous faites quelque chose. Ils sont embêtés, mais non, rien. Si, vous me détruisez narcissiquement. Alors là, c'est l'effroi absolu, parce qu'ils n'ont évidemment pas l'intention de me détruire narcissiquement. Sauf que, c'est ce que je leur explique, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de me faire. Ils font ce qu'ils font sans savoir ce qu'ils me font. Du coup, l'oubli de la clinique, pourtant ils sont étudiants en anthropologie ou en sociologie, est total. Eh bien, c'est ça qu'on rencontre dans les organisations. Qu'est-ce que je fais quand je fais un entretien d'évaluation, que je suis cadre? Une me racontait ça récemment. Et vous savez, moi, quand j'évalue, je note les gens tout de suite. Alors je leur mets une bonne note ou une mauvaise note. Et après on discute. Alors je dis, mais est-ce que vous pouvez imaginer l'incidence que pourrait avoir une mauvaise note? Oh non, non, mais les gens aiment bien y voir clair. Très bien. Bon, et en sincérité, la personne dit ça en sincérité, quoi. Déficit de la pensée, défi de la pensée. Et on peut rajouter anthropologique ou du souci clinique, mais déficit de la pensée. Donc il me semble qu'aujourd'hui, les organisations, faute de critique, faute de collectif et faute de souci clinique, sont plus en état de conduire une forme de réflexivité minimale, entendue comme des collectifs se penchent sur le contenu de l'activité, sur le sens donné à l'activité, et sur la manière, à partir de là, dont l'activité pourrait être éventuellement repensée ou recalibrée. Vous voyez, la réflexivité, c'est pas le repli égotique sur soi-même, sur sa petite histoire de son rapport personnel à l'activité. Non, c'est nécessairement quelque chose qui se conduit collectivement. Alors, avec un tableau de ce genre, pas très optimiste si vous voulez, il me semble que la sociologie d'intervention, telle que je la comprends, est une urgence, quoi. Il y a une urgence de pratiquer ce qu'on peut nommer sociologie d'intervention. Alors je ne reviens pas,
ça serait un peu compliqué, je n'ai pas vraiment le temps de l'évoquer. Ce terme de sociologie d'intervention est très discuté chez nous. Vous savez, des Tourainiens qui ne parlent que d'intervention sociologique, et donc l'intervention sociologique n'est pas la sociologie d'intervention, parce que c'est une dimension un peu labellisée, particulière, avec une méthodologie singulière. Ce que j'appelle la sociologie d'intervention, c'est un peu un chapeau, si vous voulez, qui couvre les différentes formes de sociologie. Alors, en 3 temps, je vais essayer de vous donner quelques points de repère sur la conception que j'ai de cette sociologie d'intervention. Je pourrais vous en donner une définition, là, tout de suite, mais je ne le fais pas. Peut-être que ça se définira en creux, ou j'y reviendrai en bout de course. Je vais essayer de vous donner les objectifs tels que je les comprends de la sociologie d'intervention, puis ensuite ce qu'on pourrait appeler des postulats épistémologiques ou des tendances épistémologiques, en tous les cas celles que j'utilise comme repère, et puis dans un 3e temps, des éléments de méthode sur la pratique de l'intervention. Alors, sur les objectifs, il y en a au moins 3, sans doute plus, mais là il me semble que je pourrais évoquer 3 points importants. Dans la conception que j'ai de l'intervention, elle ne doit pas devenir une expertise. Donc je ne me définirai pas comme un sociologue expert. Alors pourquoi je n'utilise pas le terme d'expert? Parce que pour moi l'expert c'est celui qui vient avec son savoir surplombant, qui vient dire depuis une connaissance experte, c'est-à-dire une connaissance supérieure à celle qu'ont les non-experts, en quelque sorte, qui vient dire ce que les choses devraient être. Il semble que la démarche de surplomb n'est pas adaptée aux sociologues d'intervention. C'était évoqué tout à l'heure par André. Bon, je reprends complètement cette idée-là. Le problème, c'est que les sociologues se définissent, à l'instar des philosophes, et toute une tradition qui est celle de la rupture épistémologique, se définissent comme ayant une forme de connaissance qui est au-dessus de la connaissance ordinaire, quoi. Depuis l'époque où Platon voulait faire sortir les gens de la caverne, jusqu'à nos philosophes des Lumières qui espéraient que la lumière jaillirait de leur intervention, la lumière fut, vous voyez l'affluence, et jusqu'à nos sociologues d'aujourd'hui, bourdieusiens en diable, ce qui n'empêche pas évidemment que Pierre Bourdieu soit un grand sociologue, on est toujours dans cette idée que le sociologue apporte, ou le philosophe, ou l'intellectuel apporte une connaissance supérieur. Et l'expert, il est, que ce soit l'expert en informatique, l'expert en ce que vous voudrez, il est souvent dans une posture surplombante. Il me semble que dans la sociologie d'intervention, il y a nécessité absolue d'abandonner cette posture surplombante. Le 2e objectif, c'est la mise en travail. Ce que j'appelle la mise en travail, avec un terme qui est généralement utilisé dans les salles d'accouchement. On met en travail la parturiente, et quand on est sage-femme, on la met en salle de travail et elle se met au travail. Bon. Mais pour une organisation, c'est un peu la même chose. Si vous voulez. Mettre en travail l'organisation, c'est-à-dire créer les conditions pour que celle-ci se mette en recherche d'elle-même, en quelque sorte. Ça, c'est l'objectif que je m'assigne. Donc, d'une certaine manière, en anticipant un peu ce que je vais dire, la mise en travail, ça provoque des douleurs, nécessairement. Il n'y a pas de mise en travail qui se fasse dans une espèce de tranquillité, dans une communion entre chacun qui vous partagerait quelque chose qui aurait à voir avec le même intérêt ou le même pouvoir. Non, la mise en travail, c'est nécessairement douloureux. Douloureux pour les acteurs de l'organisation, mais douloureux aussi pour le tiers intervenant, en quelque sorte. Et 3e objectif, alors ça a été un peu dit tout à l'heure, ma banderole, si vous voulez, c'est je poursuis toujours le même objectif dans une organisation, quel que soit le commanditaire, le contexte, faire advenir le sujet. Alors, faire advenir le sujet, je ne dis pas faire venir le sujet, ou faire naître le sujet, mais vraiment advenir. J'utilise ce néologisme-là parce que le sujet n'a pas attendu le sociologue d'intervention pour exister. Il existe sans le sociologue d'intervention. Par contre, quel sera son devenir, son avenir, en 2 mots? Qu'est-ce qu'on peut faire venir, en quelque sorte? Alors, faire advenir du sujet, c'est pas, là encore, une vision lyrique du sujet. Pour moi, le sujet, il est assujetti, d'abord. Il est assujetti à ce qui l'attache,
à toutes sortes de dimensions qui l'attachent. Son statut, son histoire, son script, ses objectifs, son inconscient. Hein. Réfléchir ces assujettissements, c'est participer de l'émergence, de l'avènement plutôt, du sujet. Réfléchir sur les assujettissements. Mais le sujet, ça n'est pas que de l'assujettissement. Le sujet, c'est du désir, c'est de la pulsion. Hein, et je crois que c'est de la volonté de maîtriser son acte. Et donc là aussi, je crois que travailler à l'avènement du sujet, c'est essayer de mettre en cause, de mettre en réflexion ces dimensions-là. C'est Bruno Latour qui dit que finalement, un sujet, et je partage cette conception, un sujet, ça n'est que la somme des objets auxquels il est attaché. Et le sujet ne peut être qu'un quasi-sujet. Il est attaché à une série d'autres entités, son histoire, son inconscient, je le disais, son script, etc. Du coup, le sujet n'est qu'un quasi-sujet. Le sujet n'est pas une substance. Le sujet, c'est une subsistance. Quels sont les modes de subsistance du sujet ? Réfléchir au sujet, dans la perspective d'un advénement du sujet, c'est l'approcher de manière non substantialiste, justement. Bien. Donc, j'en finis avec les objectifs et j'en passe aux postulats épistémologiques qui me paraissent... Enfin, en tous les cas, que j'essaie de mobiliser avec quelques autres, évidemment, hein, en pratiquant l'intervention. J'ai la conviction qu'il n'y a pas il n'y a pas deux connaissances au singulier qui prévalent, mais que nous sommes toujours dans une pluralité de modes de connaissance. Il y a une espèce de nécessité à reconnaître la pluralité des modes de connaissance. Je prends souvent cet exemple que je pompe, là encore, de manière honteuse et hontée à un philosophe. Comment connaître la vague, la puissance de la vague? Vous savez, vous êtes au bord de l'Atlantique, et puis vous vous confrontez à des rouleaux, des vagues énormes qui vous font choir, tomber violemment. Vous avez un mode de... Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Vous vous relevez, une vague vous a fait tomber, vous vous relevez, et vous décidez que la vague est décidément très méchante, et vous voulez lui régler son compte. Donc la deuxième vague arrive et vous êtes décidé à combattre la vague. Il y a de fortes chances pour qu'elle vous fasse tomber de nouveau. C'est un mode de connaissance de la vague, hein, qui est peut-être un peu inapproprié, mais c'est un mode de connaissance de la vague. Vous avez un deuxième mode de connaissance de la vague qui consisterait à faire des calculs immédiats sur les molécules dont elle est composée, son poids, sa force, les particules. C'est un mode de connaissance qu'on pourrait qualifier scientifique et qui a sa raison d'être. Mais il y a un troisième mode de connaissance possible aussi, c'est une connaissance sensible de la vague, c'est-à-dire qu'elle vous a fait tomber une première fois, puis une deuxième fois vous allez essayer de jouer avec, vous allez essayer de plonger dans le rouleau, vous allez essayer de vous laisser porter par elle, éprouver du plaisir à jouer avec la vague en passant par-dessus, par-dessous, c'est un autre mode de connaissance. Il y a une pluralité de modes de connaissance, il n'y a pas de mode de connaissance qui soit supérieur à d'autres, il n'y a que des manières de connaître qui sont différentes. Donc, l'expert ne peut pas se prévaloir d'une connaissance qui serait supérieure à d'autres formes de connaissances que pourraient avoir les praticiens, par exemple. Ça ne veut pas dire que sa connaissance est la même, mais c'est des modes de connaissance différents. Qu'il faut, d'une certaine façon, non pas confondre, mais remettre dans une topique qui fait tomber les dimensions hiérarchiques. Deuxième caractéristique épistémologique, et il va falloir que j'arrête très vite, hein, donc les connaissances ne dévoilent pas le monde, les connaissances participe de la production du monde. De ce point de vue-là, je suis très pragmatiste. Hein, en tous les cas, la conception que j'en ai, le principe de Peirce que André rappelait tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les connaissances ne dévoilent pas le monde, ne font pas la lumière sur le monde. Elles participent de la fabrication du monde. C'est que chaque mode de connaissance est une manière de fabriquer un autre monde. Hein. Donc, un mode de connaissance d'une organisation à la suite d'une mise en travail, c'est peut-être les conditions pour fabriquer une autre forme d'organisation. Donc, troisième élément, si les modes de connaissance ne sont pas hiérarchisables, si les modes de connaissance produisent le monde, par contre, le chercheur que je suis, le sociologue d'intervention que je suis, ne veut pas vivre dans n'importe quel monde. Il y a un monde auquel je tiens et un autre monde qui m'exaspère. Le monde de Bastien m'exaspère. Le monde de la liste discriminante évoquée tout à l'heure m'exaspère. Et donc, quand je vais intervenir en organisation, je ne pourrai pas faire l'économie de l'idée que je me fais, l'idée politique que je me fais du monde dans lequel je suis. Et le terme de politique n'est pas utilisé au sens de politicard, mais il est au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que j'ai une certaine conception de la cité. Quels doivent être les rapports sociaux dans la cité? J'ai mon idée. Je ne dis pas que c'est la seule idée possible.
mais j'ai mon idée. Et je ne pourrais pas faire abstraction dans une intervention de cette idée que je me fais de ce que doit être le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Un plurivers, dirait Isabelle Stengers, plutôt qu'un univers. Donc un monde où la pluralité est possible, mais la pluralité n'exclut pas évidemment les communs et les attachements. Alors, j'en finis avec les postulats méthodologiques et non, épistémologiques, et je finis avec la méthode. Alors, pour aller très très vite, il n'y a pas d'intervention, selon moi, sans commande initiale. Donc, évidemment, je ne reviens pas sur ce qui était évoqué. Moi, je ne distingue pas demande et besoin. Je crois que c'est la différence que vous faisiez tout à l'heure. Je distingue commande et demande. Mais ça revient au même. Derrière la commande, il y a des demandes et vous ne pouvez pas accepter la commande dans les termes où elle vous arrive parce que généralement, elle est perclue de diagnostic a priori. Par contre, vous avez un devoir d'identifier les demandes qui sont derrière. Hein. Je prends souvent cet exemple-là pour faire comprendre ce qu'est cette différence. Vous allez voir votre médecin et vous lui dites « Écoutez, j'ai mal au ventre, il faudrait que vous me résolviez mon problème de vésicule ». Si votre médecin vous fait immédiatement une ordonnance pour que vous soyez opéré de la vésicule, changez de médecin. Hein, parce qu'il aura écouté votre commande « J'ai mal au ventre, opérez-moi de la vésicule ». Par contre, si votre médecin vous dit « Ah mais non, vous êtes une petite nature, c'est quoi l'échelle de 0 à 10 de votre douleur ?» et vous dites 6, il dit « Ah bah 6, vous pouvez attendre, changez de médecin aussi ». Par contre, le médecin doit entendre votre douleur au ventre. Ça, c'est prendre en compte la demande. Refuser la commande, mais prendre en compte la demande. Chez le sociologue d'intervention, c'est à peu près le même type de démarche. Donc, on discute la commande. Pour aller vite, en forme de boutade, en règle générale, je formule les choses comme ça, le sociologue d'intervention ne fait pas ce qu'on lui demande. Il fait autre chose. Il fait autre chose qui ont un rapport avec sa conception politique. C'est-à-dire la conception qu'il a de ce que doivent être les rapports sociaux dans la cité, c'est-à-dire dans l'organisation. Deuxième élément de méthode incontournable, il n'y a pas, me semble-t-il, d'intervention sociologique sans dispositif collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas le sociologue à lui seul qui va conduire la recherche, il y a besoin d'un dispositif collectif, je ne peux pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est que la pluralité des voies de l'organisation soit constituée, reconstituée dans ce qu'on pourrait appeler un système client, si vous voulez, avec lequel le sociologue intervenant va élaborer la démarche d'intervention. Et autre élément, évidemment, de méthodologie, la mise en crise. Il n'y a pas d'intervention sans mise en crise. Alors ce que j'entends par mise en crise, je le pompe à bataille, c'est une mise en question pour une mise en action. Si vous ne posez pas de questions, il n'y a pas d'action. Donc la mise en travail que j'évoquais tout à l'heure se décline dans la mise en crise. Mais la mise en crise, c'est vraiment de la crise, c'est-à-dire qu'il y a de la dissonance. Hein. Il y a de la dissonance parce que vous allez vous engueuler avec votre commanditaire, vous allez vous engueuler avec les gens du système client qui constituent le collectif avec lequel vous travaillez, vous allez faire des restitutions où vous allez être une surface projective, où vous allez recevoir ou de la séduction, ou de la fascination, ou au contraire de l'exaspération. Et c'est l'objectif. Si vous ne provoquez pas ça, vous ne provoquez pas la mise en travail. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en crise qui est nécessaire. Bon. Au bout du compte, à quoi ressemble ce sociologue d'intervention que je suis en train de vous présenter, qui ne répond pas à la commande, qui vient avec ses intentions politiques non déployées sur une banderole, mais bien ancrées dans ce qu'il est, l'avènement du sujet par exemple. Il ressemble, comme tous les interlocuteurs de l'organisation à laquelle il va être confronté, il ressemble à un agent trouble. Je ne dis pas agent double, je dis agent trouble. Et ce trouble, il est constitutif de l'intervention. Et il n'a rien à voir avec la transparence, avec la pureté. Et donc, du coup, ma réticence devant le terme d'éthique, que j'ai énoncé tout à l'heure, a un rapport avec ça. C'est que si l'éthique résonne comme une forme de pureté, de transparence, quelle que soit la définition que vous en donniez, que ce soit une définition en termes juridiques, que ce soit une définition en termes moraux, que ce soit une définition en termes philosophiques, peu importe. Si ça a à voir avec de la pureté, avec une sorte de substance qui serait claire comme de l'eau de roche, alors à ce moment-là, me semble-t-il, on n'est plus vraiment dans l'intervention. L'intervention mérite l'agent trouble. Voilà, merci. Merci. Je voulais vous demander si, dans votre travail, il vous est arrivé d'avoir des difficultés justement pour la mise en crise d'un organisme ou d'une situation
Que les gens ne voulaient pas... Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que y a plein d'obstacles pour cette mise en crise. D'abord, l'obstacle du commanditaire qui ne veut pas de vagues, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, ou qu'il souhaite que vous épousiez son point de vue. Donc, à partir de là, il va mettre en place toutes sortes d'éléments de résistance qui visent à... Je pourrais vous raconter des dizaines d'anecdotes, mais je suppose que chacun a les siennes, hein, si vous pratiquez l'intervention. Des gens qui viennent me mettre le bras autour des épaules, me tutoient, en me disant « tu sais ce que tu dis, c'est quand même embêtant si ça se savait à l'extérieur ». Et donc, et puis après, le ton se durcit. Tu sais, si tu continues, je te paye pas. Bon, et donc, tout y passe. On a aussi des comportements extrêmement léthargiques, hein, de collectifs qui sont soit anesthésiés, soit apeurés, si vous voulez, et qui, dans un moment de restitution, où vous leur dites « mais vous êtes léthargique, on peut vous faire n'importe quoi, vous réagissez pas ». Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent pas. Et donc, il va falloir aller les chercher sans retenue, André, avec une forme de provocation, quoi, hein, pour qu'au bout d'un moment, certains, il y a des choses tout à fait magnifiques, qui se mettent à m'expliquer que la léthargie est une stratégie de résistance, parce qu'en fait, ils ont des cadres directeurs qui passent tous les 3 ou 4 ans, c'est à l'équipement notamment, chacun arrive avec ses changements, les gars, ils font le dos rond pendant 3-4 ans, ils savent qu'il est parti au bout de 4 ans, donc le prochain, il arrivera avec ses marottes, donc les gars, ils changent rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le dos rond et ils disent rien. Et la léthargie devient une stratégie de résistance. Bref, donc il faut faire attention aussi, c'est-à-dire que toutes les dissonances qu'on souhaite provoquer, parfois, ne sont pas provoquées, mais ça peut participer de la stratégie. Mais c'est toujours difficile de provoquer de la dissonance. C'est-à-dire que vous allez être en but à toutes sortes d'hostilités. Vous voyez, je prends souvent cette image. L'intervenant, si vous êtes copain avec tout le monde, ça ne va pas. Il faut d'abord être instrumentalisé par tout le monde. Chacun vous ficelle. Et c'est quand vous avez été ficelé par tout le monde, il faut être ficelé par tout le monde, pas simplement par le commanditaire. Si vous êtes ficelé par le système client, après vous faites le moins de mouvements que vous faites bouger tout le monde. C'est un peu Pinocchio et Geppetto. C'est Geppetto qui fabrique la marionnette Pinocchio, mais c'est Pinocchio la marionnette qui emmène Geppetto dans le ventre de la baleine. Et donc le sociologue d'intervention, il fait la même chose, il se fait ficeler par tout le monde en ayant conscience d'être instrumentalisé, et d'une certaine manière, il est dans l'instrumentalisation de tout le monde pour mettre en crise au sens de mise en question et mise en travail. Donc vous voyez, c'est pas très clair comme jeu. Je ne sais pas si c'est très éthique, mais... Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai bien apprécié, étant moi-même une sociologue chez les philosophes. Quand vous parlez du défaut de réflexivité des organisations, je pense que, en fait, c'est là que vous rejoignez beaucoup, je pense, l'éthique au sens où on l'entend ici. Donc, non pas en termes de pureté, mais plutôt justement dans ce souci-là de créer des espaces de réflexivité. Donc, je trouve ça très intéressant. La question que je vous poserai, j'en ai 2 petites. Donc, celle par rapport à ça, c'est... donc, vous nous expliquez bien comment où vous les diagnostiquez, quelles sont les conséquences de ces situations-là, de ces défauts de réflexivité. Mais moi, la question qui m'habite dans tout ça, c'est... Mais qui a le pouvoir de changer quelque chose? Parce que là, vous parlez beaucoup des gestionnaires, vous parlez beaucoup des conséquences que ça a, mais est-ce que vous travaillez seulement au niveau des gestionnaires pour les aider à changer? Est-ce que vous travaillez au niveau des structures de l'organisation? Vous n'en avez pas parlé beaucoup. Moi, en tout cas, c'est ma préoccupation quand on parle justement de développer la réflexivité d'une organisation ou des personnes dans l'organisation. Mais je me dis, mais est-ce qu'on a et qui a le pouvoir de le faire? Et ma deuxième petite question, c'est à la fin, vous n'avez pas non plus beaucoup parlé, vous dites que vous intervenez avec une certaine conception politique, mais vous ne l'avez pas explicité. Donc, nécessairement, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un modèle théorique derrière ça. Est-ce que vous avez une certaine retenue, pas axiologique cette fois, mais une retenue politique aussi, au contraire, vous, au contraire, vous choisissez de suggérer fortement ou
un modèle en particulier. Vous n'en avez pas parlé beaucoup, donc j'aimerais en entendre un petit peu plus sur cette conception politique-là qui anime vos interventions. D'accord, oui. Bon, alors, simplement quelques... Bon, j'ai évidemment pas forcément de réponse sur le premier niveau de votre réflexion et qui peut changer. Il me semble que je ne crois pas du tout, dans les organisations où j'interviens, à une sorte de spontanéité des gestionnaires ou à une adaptabilité des structures pour que soudainement on se dise tiens, on n'y avait pas pensé, on va se mettre à réfléchir et à créer des espaces de réflexivité. Ça, je n'y crois pas. Y compris avec des gens qui vous diront en toute sincérité que l'homme est au centre, hein, y compris avec eux. Donc je crois vraiment qu'il n'y a que le rapport de force. Je suis convaincu qu'il n'y a que le rapport de force, c'est-à-dire des pulsions instituantes qui poseront à l'institution dans sa dimension instituée, je reprends les vieilles notions que vous connaissez, hein, qui imposeront quelque chose de cet ordre-là. Ou de manière instituée, ou de manière ad hoc, hein, mais je crois vraiment qu'au rapport de force. C'est-à-dire déstabiliser tout ce qui, aujourd'hui, freine la réflexivité. Et déstabiliser, c'est déstabiliser la conformité, essayer de déstabiliser la conformité, déstabiliser l'absence de soucis sur l'existence de collectif et l'absence de soucis de l'autre. Donc, qui peut faire ça me semble-t-il, ceux qui, dans les organisations, sont victimes des violences consécutives à l'absence de réflexivité. C'est-à-dire ceux qui, le plus souvent, ont le moins de pouvoir dans l'organisation. Et du coup, je peux faire le lien avec ma vision politique. Ma vision politique, c'est pas, encore une fois, une posture de science politique ou de politiste ou de politologue. C'est une posture de clinicien. Ma politique, c'est l'avènement du sujet. Ma conception politique, c'est l'avènement du sujet. Tout ce qui, dans l'organisation, freine la réflexion sur les assujettissements et freine les possibilités de maîtrise de l'acte, en quelque sorte, de l'acte collectif, maîtriser son action, en quelque sorte, maîtriser ou comprendre ou affecter du sens, et du coup, à partir de là, tenter de la transformer ou de se l'approprier différemment, c'est mon orientation politique. Donc mon orientation politique, si vous voulez, alors quand j'ai dit ça à mes étudiants, ils sont extrêmement déçus parce qu'ils pensent que j'ai la même carte, que je vote comme eux, ils pensent que je vais me dévoiler. Bon, ma position politique, c'est vraiment l'advénement du sujet. Comment faire advenir des sujets dans l'organisation de manière individuelle ou collective. C'est ça mon orientation. C'est-à-dire une vision de l'espace de la cité où les controverses sur la nature des relations qui structurent la cité sont l'occasion pour chacun de mieux maîtriser, de mieux comprendre, de mieux saisir, de mieux infléchir du coup ce qu'est leur quotidien et ce qu'est du coup leur avenir, quoi. Oui, je ne peux pas m'en empêcher. En fait, là où t'es arrivé, là où je ne t'attendais pas, le dernier propos à la réponse à Alison, au fond, pour toi, toute perspective d'intervention, c'est rapport de force. Si je te suis bien, rapport de pouvoir, rapport de force. Donc, le seul levier de l'intervenant, si je te suis, c'est de dire que c'est un rapport de force qu'il faut installer au sein de l'institution. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir une partie d'intervention. Je ne suis pas dupe là, sur les rapports de force nécessaires parfois au sein d'une institution, mais est-ce qu'on doit tout réduire au rapport de force au moment de faire une intervention au sein d'une institution? Je crois qu'on peut jamais... Ce que j'entends par rapport de force, c'est les jeux de pouvoir. Les jeux de pouvoir sont continuellement là. Et j'ai rien contre les jeux de pouvoir. Je n'imagine pas un seul instant que le monde social puisse exister sans jeu de pouvoir. Toute la question, c'est de savoir... comme disait l'autre, ce qu'est le bon pouvoir. C'est-à-dire comment on peut équilibrer provisoirement des rapports de force, c'est-à-dire des ressources qui permettent aux uns et aux autres d'avoir une capacité de pouvoir infléchir. Quoi. Comment on essaye de participer à la construction de ces compromis-là, hein, tu vois, et ça n'exclut pas les rapports de force et les jeux de pouvoir n'excluent pas l'existence de compromis. Mais ça suppose qu'on trouve, comment dire, des principes alors
j'utilise un vocabulaire qui ne m'appartient pas, hein, mais des principes de véridiction qui soient communs. On ne peut pas imaginer on en parlait hier au soir, on ne peut pas imaginer que dans un régime de connaissances qui met en son centre l'enfantement de Jésus par la Vierge Marie, on ne peut pas imaginer que dans ce régime-là, on puisse accorder un statut quelconque à la raison qui viendrait essayer de comprendre comment la Vierge Marie peut enfanter de Jésus. On ne peut pas imaginer non plus comment le Saint-Esprit pourrait expliquer le surgissement de la raison. Et donc, on est face à la raison savante ou philosophique et face à la raison religieuse, en quelque sorte, sur des espèces de modes de connaissance qui sont complètement différents. Est-ce que ça condamne forcément à l'affrontement définitif à mort? Je ne crois pas. Ça peut condamner à mort si le religieux veut se mettre à énoncer la science et le droit. On a eu ça. Ça peut aussi être le cas si la raison somme le religieux de mettre un peu plus de rationalité dans l'histoire de Jésus, quoi. Bon. Donc là, on peut aller à l'affrontement, à la controverse, sans compromis possible. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des espaces de véridiction où on pourrait se rencontrer? Bien sûr que si. Si le religieux, c'est l'étude des textes saints, c'est-à-dire l'exégèse et l'interprétation, et si le souci du religieux consiste à ne pas arrêter l'interprétation, et si l'exercice de savant, c'est celui de la philologie, qui consiste à étudier les textes dans ce qu'ils ont d'authentique, en quelque sorte, alors théologie et philologie peuvent trouver des principes de véridiction qui soient communs. Donc on peut se mettre à cohabiter. Alors je prends des exemples extérieurs pour dire, au niveau de l'entreprise, plus prosaïquement, on peut imaginer qu'une logique gestionnaire attachée à un certain nombre d'indicateurs, puisse rencontrer une autre forme de logique qui serait, qualifions-la comme on voudra, plus sociale, et ces modes de connaissance différenciés qui conduisent les uns à pâtir un peu plus que les autres de l'agir en question, parce que c'est les gestionnaires qui ont le pouvoir, hein, alors à ce moment-là, se mettre en controverse pour chercher un principe de véridiction commun qui ne dissolve aucune des deux logiques me paraît être possible. Mais ça ne vient pas par une forme de spontanéité, ça vient nécessairement par la controverse, c'est-à-dire par le rapport de force, activé par la mise en travail en quelque sorte, visibilisé par la mise en travail. Parce que le problème, c'est que dans les organisations, on ne voit plus rien. Puisque plus personne ne prend la parole critique, je force le trait évidemment, et l'institué a coulé une chape de béton sur tout le monde. Et donc, du coup, faire surgir un peu plus d'instituants, ça suppose de la controverse. Et la controverse, c'est nécessairement des rapports de force. Et donc, il n'y a pas d'intervention qui ne vienne se loger dans les controverses en termes de pouvoir. Mais pas parce qu'au bout du compte, il faudra un vainqueur, parce qu'au bout du compte, il faudra s'entendre sur des principes de véridiction dans la situation. Bien, merci beaucoup pour merci à vous. cette présentation très intéressante. Merci.